cette grande édition d'Information. Les Nigériens ont repris le chemin de l'école il y a 1 mois et demi. Les cours sont-ils effectifs? Où est-ce que nous en sommes par rapport à l'exécution du programme d'enseignement? Éléments de réponse dans le grand format que vous pourrez suivre dans quelques instants. Malgré l'installation de la période de froid, les produits glacés, appelés communément Apollo, sont toujours vendus dans certaines écoles primaires. Ramseux, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je le disais tantôt, les scolaires nigériens ont repris le chemin de l'école il y a 1 mois et demi. Les cours sont-ils effectifs? Où est-ce que nous en sommes par rapport à l'exécution du programme d'enseignement? Éléments de réponse dans ce grand format signé Damana Ablaye et Boubacar Souley. Officiellement effectuée le 1er octobre dernier, la rentrée scolaire 2013-2014 suit convenablement son cours normal. Aujourd'hui, 1 mois et demi après, l'on observe une avancée significative dans les différents programmes d'enseignement, qu'il s'agisse du premier ou du second cycle. Cette avancée est surtout due à la relative accalmie enregistrée depuis le début de la rentrée académique 2013-2014. Une année qui commence avec beaucoup plus de sérénité, à en croire responsables et enseignants. Je pense que pour un début, je peux dire que vraiment nous sommes satisfaits parce que actuellement les cours se poursuivent normalement. Nous avons une relative accalmie qui a fait que petit à petit les professeurs sont en train d'avancer dans le programme. Ça fait un peu plus d'1 mois et demi que nous avons commencé les cours. Nous n'avons pas vraiment d'obstacles majeurs. Actuellement, les professeurs sont avancés dans les programmes de sorte qu'ils sont en train d'organiser des séries de devoirs. Et bientôt, dans le mois de décembre, nous allons faire des devoirs groupés pour tous les élèves et à tous les niveaux. Par rapport au programme, vraiment, on évolue bien. Si vous prenez par exemple pour le cas des 3e, on a déjà fini presque le 1er chapitre. Maintenant, on va entamer donc le 2e chapitre. Et en 4e, j'interviens aussi en 4e. Là, je viens de faire cours où j'ai débuté donc le 2e chapitre. Et en 5e aussi, donc je fais donc le 2e chapitre. Donc c'est pour dire que vraiment, jusque-là, vraiment, tout se déroule vraiment normalement, il n'y a pas de problème. Jusque-là, vraiment, on progresserait normalement par rapport aux IP. On arrive vraiment à écouler le programme qu'on a programmé dans chaque unité pédagogique. Ce que je peux dire, surtout dans les classes de terminale, là où on a 4 heures par semaine avec les élèves. Pour le moment, c'est une seule évaluation qu'on a fait par classe ou par niveau des interrogations écrites. Même son de cloche du côté des élèves qui relativisent cette avancée. Physique, on est sur le 2e chapitre, en chimie aussi. En mathématiques, on a fait 2 chapitres. En SVT aussi, on a fait 2 chapitres. Bon, et physique aussi, physique-chimie aussi. Bon, pour le moment, il n'y a pas de perturbation. Pour le moment, moi, je pense que les cours se déroulent normalement. Les professeurs viennent toujours. Et les cours se déroulent comme il le faut. Il n'y a pas de perturbation pour le moment. Et concernant l'avancement des cours au niveau des chapitres, tout se passe très bien. Au niveau de toutes les matières, nous sommes sur le 2e chapitre. Bientôt, nous serons dans le 3e chapitre, Inch'Allah. Et bon, les interrogations ont commencé, mais déjà l'administration a déjà organisé un devoir de maths. S'ils ont organisé ce devoir-là, c'est parce que les cours se déroulent normalement et les professeurs viennent toujours à l'école. Bon, on peut dire que tout avance positivement parce que sur beaucoup de matières, on est presque sur le 2e chapitre. En SVT, on est même sur le 3e chapitre. En mathématiques, sur le 2e chapitre. Physique-chimie, sur le 2e chapitre.
L'une des plus importantes dispositions à prendre pour faire durer cette accalmie tout au long de l'année académique 2013-2014 serait certainement le dialogue et le respect des engagements pris de part et d'autre au niveau des acteurs de l'éducation. Je disais que si la tendance se maintient au rythme actuel que nous connaissons, vraiment l'année scolaire 2013-2014 peut nous donner satisfaction. Alors, c'est pour cela que nous lançons d'ailleurs un appel à l'endroit des autorités en charge de l'éducation, mais également à l'endroit des structures syndicales, les structures des élèves, mais également les structures des enseignants. Nous souhaitons quand même qu'il y ait une bonne entente. Si le gouvernement tient à ses promesses à l'endroit des structures syndicales, c'est que donc je ne pense pas qu'il y aurait des éventuels mouvements. Ça, c'est au niveau du gouvernement de prendre ses responsabilités. Oui. Au niveau des autorités, c'est qu'ils fassent tout pour qu'il y ait un consensus, pour que cette année, au moins, qu'il y ait une année de stabilité académique. Nous leur prions de prendre les choses en main pour que l'année académique puisse bien évoluer. Donc vraiment, on voulait cette année, comme le disent les autorités, que ça va être une année de l'éducation. Donc vraiment, on souhaite que vraiment les syndicalistes et l'État, les deux parties, arrivent vraiment à s'entendre. Notre souhait est ce qu'on constate que vraiment, si ça continue comme ça, rien ne va empêcher à ce que vraiment on ait des résultats vraiment concrets. Clé de voûte pour tout développement, l'éducation étant la première des priorités, l'État doit y consacrer toutes les ressources nécessaires et indispensables pour remettre l'école nigérienne sur la voie du succès. Et pour ce faire, l'État doit dialoguer avec les partenaires sociaux que sont les syndicats, aussi bien ceux des enseignants que des élèves, afin de consolider et promouvoir la sérénité retrouvée et par là même assurer les conditions d'une continuation de l'année en cours au grand bonheur des élèves, des parents d'élèves et des enseignants. Voilà, et puis à notifier un invité sur ce plateau du journal télévisé de Dounia. Il s'agit donc de M. Nassirou Seydou. Il est donc coordinateur du mouvement La Voix des Sans-Voix. Alors, M. Nassirou Seydou, bonsoir. Bonsoir. Merci surtout d'être sur ce plateau avec nous. On va parler dans un premier temps de la corruption, l'achat de conscience plus précisément. Alors, on en parle depuis un certain temps, malgré les efforts, en tout cas des autorités de la 7e République. On parle d'achat de conscience dans les milieux politiques et surtout au lendemain de ce vote de la question de confiance à l'Assemblée nationale. Alors, quel commentaire cela suscite chez vous? Merci, M. Issa. L'achat de conscience, comme vous l'avez dit, ça se répète sur toutes les bouches aujourd'hui. Voilà. Eu égard à ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale par rapport au vote de la motion de confiance qu'a déposé le gouvernement. Je pense qu'au-delà de l'Assemblée nationale aussi, ça se répète un peu partout, que ce soit dans la société civile, au niveau des syndicats, mais à une condition, tout juste pour expliquer souvent la défaite ou l'échec vis-à-vis d'une compétition. Cela se passe de manière permanente, elle est récurrente, donc elle est en train de devenir normale dans la société. Ce qui est extrêmement dangereux, qu'on cherche à transformer un fait qui détruit la société en un fait qui doit normalement cautionner ou régir la vie des hommes. Je voudrais dire, le phénomène de rachat de conscience, au-delà de cet aspect vulgaire dont les gens pensent, on peut en parler, achat de conscience, achat de conscience. Quand ça se passe à l'Assemblée, ça peut ternir l'image du pays. Dire que parmi les 113 députés, ils sont tous achetables, ou bien qu'on peut acheter quelques-uns d'entre eux, du point de vue de l'extérieur, ça ne crédibilise pas l'Assemblée nationale, ça ne crédibilise pas notre pays. Et de ce fait, ce n'est pas un député qui appartient à l'Assemblée qui doit participer aux actions pour discréditer sa structure. Premièrement, c'est la conséquence néfaste que ça peut avoir sur l'image de notre pays. Deuxièmement, ça remet en cause un processus de socialisation, puisque il n'y a qu'au Niger où j'entends, comme je vous ai dit, pour exprimer ou pour justifier son échec, on parle de l'autre a utilisé l'argent et non moi. En cherchant à justifier son échec, plutôt on remet en question l'éducation ou le processus de socialisation de tout un être humain, puisque, il faut le dire, dans notre processus
de socialisation, nous apprenons à croire à des valeurs sociales, des valeurs de justice, des valeurs de droits de l'homme, des valeurs de la démocratie et bien d'autres valeurs qui sont universelles et qui font en sorte que l'homme agisse et non pour l'argent. Or, à entendre aujourd'hui les milieux de la politique ou les milieux de la société civile ou des syndicats, dès qu'il y a eu des élections qu'on ait battu quelqu'un, ça veut dire que ceux qui ont voté là ne croient en rien qu'à l'argent. Autrement dit, ils ne croient à aucune valeur universelle. Ils n'ont aucun processus qui leur a permis d'intégrer des valeurs qui peuvent guider leur action dans la vie en société. Oui, alors donc, selon vous, est-ce que ce score de 70 députés qui ont voté pour, il y a d'autres raisons, en tout cas il y a d'autres valeurs, comme vous l'avez dit, qui ont poussé à ces 70 députés de voter? Dans ces processus comme celui-là, il y a 3 hypothèses à dégager. Mais malheureusement, les gens ne dégagent qu'une, ou la deuxième, ou la troisième qui les arrange. À mon avis, il y a 3 hypothèses à dégager. Premièrement, comme c'est devenu très courant au Niger de parler de l'argent, on peut aller sur la piste. La première piste, c'est celle de l'argent. Elle est la plus facile. Deuxièmement, il y a quelque chose que les gens sont en train de négliger. Le fait que, surtout les politiciens, le fait que beaucoup de pointes ou de personnalités de l'opposition, du MNSD, de l'Umana, aient quitté leur structure politique, du moins, aient accordé leur confiance à la majorité pour accompagner un processus de mise en œuvre d'un programme, ce n'est pas du hasard. Si les gens le font, ça veut dire que dans l'Assemblée nationale, ils ont des gens qui sont avec eux et qui peuvent les écouter pour leur dire d'accompagner le programme du PDS, comme c'est un programme pour lequel ils ont opté, ils estiment que ça peut faire la fierté des Nigériens. Ça, c'est la seconde hypothèse. Donc, peut-être que les députés qui ont jeté leur voix l'ont fait parce qu'ils ont cru à ce que les autres qui sont partis, notamment, je voudrais parler de Ladan Chana, de Albade et autres, qui ne sont pas quand même n'importe qui de là où ils ont quitté et qui peuvent avoir des accointances dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et si les gens les ont suivis, ils n'ont pas suivi de l'argent. La troisième hypothèse, elle est la plus plausible, c'est celle-là dont les gens ne parlent pas. Nous avons un pays qui s'appelle le Niger, nous devons le construire. Quoi que les gens disent, il y en a qui croient encore à ce qu'on peut faire quelque chose pour ce pays à travers le programme qui est en train de mettre mise en œuvre. À travers peut-être tout ce qui est en train de se passer, certains députés peuvent être convaincus qu'ils doivent mettre en avant l'intérêt général, rien que l'intérêt général, pour accompagner la mise en œuvre d'un programme qui est là et qui, au-delà de tout, les Nigériens attendent beaucoup de ça. Et on a suffisamment expliqué aux gens de mettre suffisamment la politique à l'écart pour mettre en avant l'intérêt et celui-là des Nigériens. Puisque les Nigériens sont en train de souffrir, il y a assez de problèmes. Les gens n'ont pas toujours le temps de faire la politique. Donc, voyez-vous, les 3 hypothèses qu'on doit dégager, ce sont celles-là. Ou l'argent, ou les gens qui ont suivi parce qu'ils ont accompagné ceux qui ont quitté l'opposition pour la majorité, ou la troisième hypothèse, celle de l'intérêt général. Mais pourquoi les deux autres, les gens ne les développent pas? On développe seulement l'idée de l'argent, comme si tous les Nigériens que nous sommes, nous ne pouvons agir qu'à cause de l'argent. Non. Il y a des valeurs pour lesquelles nous croyons. Les Nigériens ont introduit certaines valeurs, bien que les gens ne veulent pas qu'on en parle, et bien d'autres puissances au monde. Quand vous prenez en Afrique du Sud, je vous donne un exemple, l'argent ne peut pas combattre l'apartheid. Les gens ont combattu l'apartheid parce qu'ils croient à des valeurs, ils croient à des idéologies, ils croient à quelque chose. Ils ont donné leur vie. Parce que généralement, les gens ne donnent pas leur vie pour argent. Voilà, on donne la vie pour des valeurs. Monsieur Nassir Seydou, alors on va peut-être progresser. Et quand vous parlez de valeurs, alors quelle explication vous donnez justement au vote de ces 5 groupes parlementaires? Et surtout, comment amener justement ces hommes politiques à s'occuper ou à se préoccuper, en tout cas, aux plus nobles aspirations de ce pays? Non, il y a un problème véritable qui s'est ancré dans notre pays, c'est ce problème de chacun, quand il balance ce qu'il veut, ça devient de la rumeur, l'État n'agit pas, on ne fait rien, et ça devient finalement quelque chose qui encombre la société, et ça peut servir même d'exemple aux autres. Je voudrais dire, quelqu'un qui avance la thèse qu'il a eu achat de conscience, il peut le prouver. L'État peut lui demander de prouver. Si aujourd'hui on va aux élections, vous me battez et je dis que vous avez utilisé de l'argent, vous pouvez m'amener en justice pour que je démontre que j'avais utilisé de l'argent. Mais comme les gens ne le font pas, les gens continuent à dire ce qu'ils veulent sans tenir compte sur des rumeurs. Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut vérifier. Dire que X a donné l'argent pour combattre Y, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vérifier. Même si ça se fait, c'est de la chimère, ce ne sont pas des choses qu'on peut effectivement prendre dans la main pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Donc je pense que la seule solution, c'est d'appliquer la justice, c'est de faire en sorte que la justice fonctionne très bien et créer les conditions que ceux qui accusent d'autres répondent devant les tribunaux, ou bien si c'est l'État qui a accusé d'une manière générale, que l'État crée les conditions pour lutter contre la corruption, comme ils l'ont dit. Je pense que c'est même un processus le plus dur
et sur lequel les Nigériens attendent beaucoup aujourd'hui. Nous n'avons pas seulement de temps à faire de la politique à l'Assemblée. J'ai entendu des gens même dire qu'on va déposer la motion de défiance pour le président de l'Assemblée. Pour quelle raison? Le pays est en train de fonctionner dans les lois et règlements de la République. Il y a un programme qui a été voté, les députés ont fait confiance au Premier ministre. Majorité. Moi, je dis que voter un programme est une chose. Sa mise en œuvre aussi pour le bien-être de la population est une chose, en est une autre. Je pense qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale doit beaucoup plus capitaliser ses efforts vers le suivi de l'action du gouvernement. Est-ce que le gouvernement est en train de mettre en œuvre véritablement ce programme sur la base duquel ils ont fait confiance au Premier ministre actuel, sur les 2 ans et demi, et non créer les conditions pour débarquer X ou Y des jeux politiciens qui n'ont aucune valeur. Si aujourd'hui, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, avec sa robe, le président de l'Assemblée, entame le processus démocratique pour créer les conditions pour que des règles élémentaires soient bloquées à l'Assemblée, notamment le développement du pays, l'intérêt général, les gens peuvent créer les conditions pour le dégager. En ce moment-là, il a servi à quelque chose de blocage du pays. Voilà. Mais dans ce contexte actuel, je dis c'est peine perdue de créer les conditions pour le chercher. Et les Nigériens vont comprendre qu'effectivement, c'est de la politique politicienne que les gens sont en train de faire. Mais je dis bien, il y a des problèmes qui sont là de société qui minent notre pays. C'est la corruption, c'est le dysfonctionnement de l'administration. L'Assemblée nationale doit suivre le gouvernement pas à pas. Le gouvernement doit se dire qu'il doit lutter contre la corruption, qu'il doit booster une administration de développement. Le président de la République l'a promis aux Nigériens depuis longtemps la lutte contre la corruption. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, personne ne peut convaincre encore les Nigériens que la corruption n'y est pas au Niger. On continue à brader les biens publics. Les gens continuent à voler les mêmes pratiques qui se faisaient. Ça se passe aujourd'hui. Sans qu'il y ait justice véritable, sans qu'il y ait sanctions véritables sur les hommes. Donc, il va de soi qu'un pays qui a ce genre de choses devant lui ne peut pas quand même se donner à des choses de politique politicienne qui ne vont servir à rien d'autre qu'à viser des personnalités qui sont nigériennes comme tous les autres et qui aspirent au bien-être de ce pays-là. Donc je pense que nous devons attirer l'attention du gouvernement, du président de la République et surtout de l'Assemblée nationale aussi pour qu'un certain nombre de choses, notamment ces 2 mots qui minent la société nigérienne, la corruption et le dysfonctionnement de l'administration, qu'on mette un accent particulier là-dessus et qu'on crée les conditions que les populations nigériennes comprennent qu'il y a un programme qu'on lui a attribué et qu'il y a un programme pour lequel elles aspirent au développement de ce pays-là et non toujours observer les hommes politiques, créer les conditions d'un débat politico-politicien qui n'arrange à rien alors que la population attend de l'eau à boire, la population attend des seringues. Il n'y a même pas de BCG dans ce pays. Voilà. Regardez une situation où ça fait plus de 60 ans qu'il n'y a jamais eu rupture de BCG, il y a eu cette fois-ci. Donc, au lieu de s'occuper de ces véritables problèmes, les gens n'ont pas à tirer trop de la politique. Il faut qu'on revienne sur le travail, il faut qu'on capitalise ce que nous avons eu à faire et il faut que véritablement le gouvernement attaque la lutte contre la corruption et l'administration publique. Voilà, Monsieur Nassirou Seydou, je rappelle donc, vous êtes coordonnateur donc, de la Voix des Sans-Voix. Restez avec nous pour suivre la suite de ce journal, le temps justement de revenir par rapport donc à toujours ces aspects. Cela dit, l'harmattan s'installe progressivement. Il signe son retour avec un vent de froid poussiéreux. Cette période est propice à la sinusite, aux maladies, donc plusieurs maladies respiratoires. Les médecins recommandent justement à propos de cette période de prendre certaines précautions. Le reportage est signé Omar Hamma et Boubacar Souley. Depuis le début du mois de novembre, on assiste à un changement de temps. Le froid s'installe progressivement sur l'ensemble du territoire national. Une période qui expose les enfants à plusieurs sortes de maladies, telles que le rhume, les bronchites et autres maladies respiratoires, comme nous l'explique le pédiatre. La période froide est en train de s'annoncer progressivement. Et comme vous le savez, autant que moi, elle charrie avec elle beaucoup d'infections, notamment des infections qui touchent les narines, les oreilles, les poumons. Je parle des rhumes, des grippes, des bronchites, des bronchiolites. Donc c'est toutes ces maladies-là que le froid charrie avec lui. Le plus touché, c'est les 2 extrêmes. Les 2 extrêmes, à savoir les enfants et les vieillards. Il faut se prévenir dans tous les cas contre le froid. C'est la meilleure manière. Vraiment de ne pas s'exposer à ces maladies-là, à ces différentes maladies que j'avais citées. Et la protection, c'est non seulement contre le froid, mais aussi contre le vent. La protection contre le vent consistera au port des turbans, pour ceux qui peuvent le porter, les bavettes, et pour les enfants, le port des cagoules.
La protection contre le froid consistera à s'habiller chaudement avec peut-être plusieurs couches de vêtements, notamment pour les enfants, et bien entendu couvrir les mains et la tête, parce que c'est par la tête, par les extrémités que le froid rentre, comme on le dit. Et je profite pour parler de ces signes de gravité, des maladies liées au froid. Par exemple, les sifflements à un enfant ou un malade qui respire, et vous entendez de loin un sifflement, ou un enfant qui a des battements au niveau des nez, battements des ailes de nez, ou un enfant qui tousse et qui vomit, ou un enfant qui présente une grande fièvre avec tout. Donc pour ce type de malade, il faut bien entendu rapidement amener le malade au niveau d'un centre hospitalier. En période de froid, il est impératif de se protéger, car il y a toujours des maladies liées à cette période, et les enfants en sont les principales victimes. Il importe donc de prendre certaines précautions avant de laisser les enfants sortir de la maison, notamment leur faire porter des pullovers. À déverser dans le même chapitre, c'est-à-dire l'installation de la période de froid avec cette fois-ci les produits glacés communément appelés Apollo qui sont toujours vendus dans les écoles primaires. Un commerce bénéfique mais qui n'est pas sans conséquences, vous le savez, sur la santé des enfants. Le reportage est signé Aïssa Ibrahim Mahmoudou et Issa Hassan. La période froide qui vient de s'installer fait surgir des maladies telles que le rhume et le rhumatisme. Avec ce changement de temps, certaines habitudes doivent changer. L'on doit s'habiller plus chaud, porter des pulls, des chemises à manches longues. Compte tenu de la fragilité des plus petits, il faut veiller à les habiller convenablement avec des bonnets, des écharpes autour du cou. Malheureusement, dans les écoles primaires, malgré l'installation de l'harmattan, les produits glacés communément appelés Apollo sont toujours vendus aux enfants. Ces produits jouent pourtant un rôle dans l'augmentation des maladies respiratoires, dont la bronchite et la grippe chez les enfants. Une des causes vraiment de ces maladies liées au froid, c'est l'exposition prolongée au froid et la prise aussi de ces glacés-là, de ces crèmes glacées, de ces bonbons glacés-là qu'on vend à tort et à travers, et dans des conditions hygiéniques, d'hygiène vraiment qui laissent à désirer. Donc d'abord, pendant la période de froid, c'est de bonne heure qu'ils s'installent devant les écoles. Les enfants, ils les raffolent, ils prennent, bien entendu. Mais malheureusement, c'est des produits qui peuvent favoriser la survenue de ces maladies-là, de ces maladies respiratoires. Donc moi, je pense que vraiment, c'est des produits qu'il faut éviter d'exposer aux devantures de nos écoles. Dans certaines écoles, l'administration interdit la vente des produits glacés en période froide. Une belle initiative qui permet de réduire les risques d'infection liés aux maladies respiratoires. En octobre, on vendait, mais maintenant, depuis le 1er novembre, on a interdit la vente de tout produit glacé dans notre école. Pour préserver la santé de nos enfants, à cause du froid, il y a la bronchite, il y a le rhume qui est là. Maintenant, la reprise, ça serait en mars, Inch'Allah. Chaque année, en pareil moment, donc vraiment, nous interpellons ces vendeuses pour arrêter la vente de ces produits. Vendeurs et élèves ne trouvent aucun inconvénient à cette interdiction. Ils sont interdits parce que si les enfants consomment trop ces produits, ils peuvent tomber malades. On amène ça pendant la saison chaude. Le froid, il faut le souligner, altère le fonctionnement de notre système immunitaire. Le directeur nous a interpellés et nous a demandé de ne plus amener de l'eau fraîche et des produits glacés. Et depuis lors, on n'en apporte plus. Cela pour que les enfants n'attrapent pas le rhume. Le froid, il faut le souligner, altère le fonctionnement de notre système immunitaire. Les cellules se déplacent moins vite, ce qui ralentit la réponse immunitaire et laisse du temps au virus pour s'installer. Il faut donc surveiller vos enfants pour qu'ils n'abusent pas des produits glacés et surtout veiller à les habiller chaudement, comme le préconisent les médecins.
Cette période de froid est celle également des cultures de contre-saison. Sur le marché, la salade fait bien sûr son apparition, ainsi que plusieurs légumes. Les cultures de contre-saison génèrent un revenu important aux jardiniers et permettent ainsi la mise en œuvre de l'initiative 3N. D'autres précisions dans ce reportage signé Mariam Soumana. Quelques mois après les cultures saisonnières, les jardiniers ont renoué avec les cultures de contre-saison. Ils s'activent à cultiver les laitues, les choux et autres légumes comme la carotte et la tomate. Certains produits sont déjà disponibles sur le marché. Il s'agit par exemple de la salade qui, malgré son abondance, se vend pourtant cher. Je suis venu acheter de la salade, mais franchement, ça coûte cher. Ces sacs de salade, je l'ai acheté à 20 000. Peut-être que ça va diminuer avec le temps. La salade coûte très cher pour le moment. Une seule planche coûte jusqu'à 20 000 francs. Quand même, nous arrivons à subvenir à nos besoins. Une cherté qui s'explique selon les jardiniers par les récentes inondations dont ils sont victimes. Ils demandent d'ailleurs aux autorités de leur venir en aide afin de développer leur production. C'est l'eau qui a ravagé nos planches. Voilà pourquoi c'est cher. Notre seul secours, c'est la digue là-bas. Nous demandons au gouvernement de réhabiliter la digue pour éviter les inondations. Bon, parce que si tu as maintenant là c'est dans le mois d'octobre jusqu'à janvier, la salade est trop chère. Parce que si tu as planté là, ça va bien lever. C'est pour cela que ça coûte cher. Dans le mois de février, ça ne coûte pas cher. Les planches qu'on vend à 20 000 francs, il va retourner 5 000, 6 000. Les casiers qu'on vend 10 000, ça va devenir 2 500 comme ça dans le mois de février. Les gens nous fabriquaient un ding là-bas. Mais maintenant, le ding là, c'est gâté. On a tout fait, on a pleuré, on a tout fait. L'État ne fait rien pour nous. Un jour même, les gens ils sont partis aux mairies et ils ont parlé, ils ont dit bon, d'accord. Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien. Maintenant, notre problème, c'est le ding seulement qui est gâté. Si ce n'est pas ça, si on ne prépare pas nous la ding là, c'est le mois d'août, la saison de pluie là, l'eau va rentrer jusqu'à ici. Si l'eau rentre là, tout ici en bas là, il n'y a aucun jardin, si ce n'est pas celui qui est au bord des goudrons. La mise en œuvre de l'initiative 3N passe nécessairement par un investissement conséquent dans les cultures vivrières, qu'elles soient saisonnières ou maraîchères. Il incombe aux autorités, notamment au Haut Commissariat à l'initiative 3N, d'investir conséquemment dans les cultures de contre-saison afin de garantir les conditions d'une pleine participation des populations à la production nationale et permettre aux Nigériens de nourrir les Nigériens. Voilà, revenons sur ce plateau avec notre invité. Il n'est autre que M. Nassirou Seydou, qui est coordinateur de la voix des sans-voix. Alors, M. Nassirou, on va revenir justement par rapport à l'achat de conscience. L'achat de conscience, cette fois-ci, avant bien sûr cette motion de confiance à l'Assemblée nationale. On le sait, les hommes politiques, pendant les campagnes électorales, partagent des billets de banque. Alors, quel est votre mot par rapport à cet état de fait? Oui, c'était devenu une tradition. Voilà. Au cours de chaque élection, les gens disent que les partis politiques distribuent de l'argent pour ou des savons la vie belle, souvent des chemises et bien d'autres choses. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique de la démocratie, en ce sens où le choix ou le vote de l'électeur n'a pas été respecté. Il faut laisser les gens voter pour des valeurs, comme je l'ai dit, et cela est inhérent effectivement à l'assise de la démocratie de notre pays. Au départ, la démocratie était mal assise, c'était sur des considérations subjectives, primitives, pas idéologiques et doctrinales qui ont été mises en avant
pour installer les partis politiques, mais sur d'autres bases. C'est pourquoi les gens souvent accompagnent avec ce genre de choses-là et qu'on comprenne comme si c'est des cadeaux et non des rachats de conscience. Mais je pense que l'un de l'autre, c'est qu'il faut dire, il faut qu'on revienne dans le contexte de l'application des lois et règlements de la République. Il faut qu'on respecte les citoyens nigériens. Il faut que les citoyens nigériens, lui aussi, au retour, fassent un vote utile. C'est-à-dire, il faut sanctionner les politiciens, il faut créer les conditions que celui à qui vous avez attribué votre voix, s'il n'a pas travaillé, au retour, même si les politiciens ne veulent pas qu'on emprunte ce chemin, c'est pourquoi ils ne sensibilisent pas, ils ne forment pas les citoyens. Pourtant, c'est leur mission cardinale, c'est leur mission fondamentale. Il revient à nous autres, et vous aussi de la presse, maintenant de prendre le relais et de sensibiliser un temps soit peu nos citoyens pour qu'ils comprennent la nécessité pour eux de faire des votes utiles et surtout un contrôle institutionnel des dirigeants. C'est-à-dire, celui qui fait son travail, vous le récompensez. Celui qui ne le fait pas, quand il revient, vous lui dites tu nous as promis telle ou telle chose et tu n'as pas fait. Et au fur et à mesure qu'on avance, même si les gens ont des mandats, que l'État qui a le contrôle de tout crée les conditions pour quand même protéger les biens publics. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que beaucoup de gens qui ont la responsabilité de l'État, que tu sois élu ou nommé, les gens ne prennent pas la dimension de la chose comme ça se doit. Et vous constatez du n'importe quoi. C'est pourquoi souvent, quels que soient les efforts que les gens vont faire, ça va rester vain. Et c'est pourquoi je dis que, quels que soient les milliards que le PDS va amener, si on ne crée pas les conditions à l'interne de sécuriser ces biens, ça sera inutile. Et les gens vont continuer toujours à brader les choses pour des individualités et non regarder l'intérêt général. Et d'une manière générale, alors, il faut sensibiliser la population pour qu'elle comprenne. Il faut sanctionner les politiciens qui utilisent ce genre de pratiques, que ce soit sur le plan de la politique, en ne faisant pas confiance à ces derniers-là une fois de plus. Et de l'autre côté, il faut faire appliquer la justice, il faut faire appliquer les lois et règlements de la République sur tout celui qui tente de corrompre ou de faire des pratiques illicites qui ne sont pas de nature à favoriser le développement de notre pays. Et cela, il y a directement la responsabilité du président de la République, lui qui est élu par un mandat de 5 ans, de créer les conditions durant son mandat que le Niger soit vivable. Pour que les générations qui vont venir sentent que véritablement il y a des hommes qui ont existé et qui ont créé les conditions pour qu'on leur laisse au moins quelque chose, notamment sur nos ressources minières, notamment sur bien d'autres choses aujourd'hui dont nous n'avons pas le droit de consommer seuls. Il faut qu'on reste pour ces générations et pour le faire, il faut qu'il y ait des exemples. Et les exemples ne peuvent être montrés que par les dirigeants. Et pourquoi aujourd'hui je pense qu'il est de la responsabilité du gouvernement, comme je l'ai dit. Il a eu la confiance des députés pour la mise en œuvre de ce PDS. Il faut que ce PDS soit mis en œuvre avec toutes les stratégies et toutes les commodités possibles, surtout pour que le peuple nigérien profite de ça, et non que ce soit des théories tout simplement qu'on va chiffrer sur des papiers et qu'on va vendre aux bailleurs de fonds afin qu'ils nous aident. Mais il faut que de l'impact soit fait, il faut créer les conditions pour que concrètement le peuple nigérien dise que j'ai senti un changement pendant ce temps, dans mon assiette, quand je vais à l'hôpital, quand mon enfant va à l'école, et bien d'autres secteurs sociaux sur lesquels on peut juger véritablement concret et qu'on puisse créer les conditions de dire que cette fois-ci, je sens qu'il y a un changement et par conséquent, en tant que citoyen, je vais apporter ma pierre à l'édifice pour que mon pays se développe moi aussi. Alors, M. Nassir, on s'achemine donc vers la fin de cet entretien. Alors, votre mot de fin avant peut-être de nous quitter? Le mot de la fin, je voudrais bien que l'ensemble des citoyens nigériens, que nous revenions sur le travail. Puisqu'il n'y a que le travail qui peut booster aujourd'hui le développement de notre pays, que l'administration soit moins politisée, qu'on lutte contre la corruption et l'impunité comme le président de la République l'a promis, et que de l'autre côté, l'Assemblée nationale comprenne la responsabilité qui est la sienne, celle de contrôler l'action du gouvernement et celle de faire un peu moins la politique dans l'hémicycle et créer les conditions qu'il y ait le travail, rien que le travail. Parce qu'avec une impulsion qu'ils peuvent donner au gouvernement, les gens peuvent revenir sur le droit chemin et créer les conditions pour que notre pays se relève. Le pays a trop souffert. Il y a assez de problèmes qu'il faut attaquer. L'heure n'est pas aux blagues ou aux politiques. Il faut créer les conditions pour que chaque Nigérien et chaque Nigérienne soit l'exemple du développement de ce pays et créer les conditions que notre pays ne connaisse pas des jours douloureux et que créer les conditions surtout pour que le développement soit celui-là de demain et qu'il va servir surtout aux générations futures après nous. Voilà, Monsieur Nassirou Seydou, merci donc d'être sur ce plateau avec nous et d'apporter en tout cas tous ces éléments d'éclaircissement.
Merci, restez avec nous donc pour la suite de ce journal. Depuis le lundi, vous le savez, l'hôtel de ville de Niamey a un nouveau locataire. Le nouveau président du conseil de ville a d'énormes défis à relever. Il doit avant tout répondre aux attentes des populations. C'est un reportage signé Isidore Banaba et Bouakar Souley. Avec une population estimée à 1 300 000 habitants, la ville de Niamey connaît une forte croissance démographique. Il se pose alors le problème d'aménagement urbain. En réponse à cette préoccupation, l'État a mis en place le programme Niamey la Coquette qui comporte 13 projets. Un vaste programme qui, une fois réalisé, fera de la capitale une vraie cité. Mais en attendant la réalisation de ces rêves, longtemps caressés par la population, Niamey la capitale fait face à un désordre, notamment aux alentours des différents marchés, avec des feux optiques dysfonctionnels, ces panneaux publicitaires mal disposés et surtout cette insalubrité grandissante. Niamey constitue donc un océan de défis dans lequel la plupart des présidents de conseils de ville se sont noyés. En dépit des nombreux actes reprochables à l'ancien président du conseil de ville, Moumouni Dogari, celui-ci a laissé des traces. Une chose est sûre, des réalisations ont été, comment dirais-je, faites, qui sont remarquables, mais nous estimons que vraiment beaucoup reste à faire. Moi, je ne connais pas le bilan, mais je sais vraiment qu'il a beaucoup fait pour Niamey. Il y a beaucoup de changements. Même le temps, avant qu'il vienne, il y a des changements, et quand il était venu encore, il y a beaucoup de changements. Mais nous, son travail, vraiment, on a beaucoup apprécié. C'est beaucoup bien. Il a fait de son mieux, mais il reste beaucoup à faire. C'est dire donc que le nouveau président du conseil de ville n'a pas de temps à perdre. Il doit poursuivre les œuvres déjà entreprises car la population attend qu'il fasse mieux. Ces derniers temps, on vient d'élire un nouveau président du conseil de ville. Ce que nous attendons en tant que citoyens, nous attendons beaucoup de lui par rapport à l'assainissement, par rapport à la réorganisation aussi des mairies, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les mairies ne sont pas en train de travailler véritablement. Il y a beaucoup qui reste à faire. Vraiment, il y a beaucoup de défis qui l'attendent. Ces défis, vraiment, il doit les relever pour prouver aux Niaméens que vraiment, il peut valoir être au poste. Ce qu'on attend, nous, on ne regarde pas, il fait partie de ces partis ou bien de l'autre parti, non. Nous, on veut un travail. D'ailleurs, je ne le connais pas, celui qui va venir. Mais je souhaite à ce que, s'il vient encore Niamey, soit être Niala plus que ça là. Pas moins, c'est pas bon. Toutes ces attentes, le nouveau locataire de l'hôtel de ville doit les connaître. Leur satisfaction requiert le soutien de tous. Le nouveau président doit donc se mettre au travail afin de faire de Niamey une ville exemplaire et répondre aux attentes des populations. Réunion ce matin à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger sur la fluidité des couloirs commerciaux des produits agro-pastoraux sur le corridor Parakou-Niamey-Bouaké via Burkina Faso. Une cérémonie présidée par le ministre du Commerce. Le compte-rendu est signé Al-Mokhtar Keiné Soumaïla Dandi. Rendre fluides les couloirs commerciaux des produits agro-pastoraux sur les corridors Parakou, Niamey et Bouaké, Niamey via le Burkina Faso, voilà le centre d'intérêt de la présente réunion. C'est le représentant de céréales El Haj Abdou Hassan, suivi de celui de bétail Hassan Sambo, qui ont pris tout premièrement la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et remercier le SILSA pour le choix porté sur le Niger pour la présente rencontre. Ensuite, le secrétaire exécutif adjoint du SILS a situé le cadre de la rencontre. La réunion d'information et de partage de ce matin est en fait une mise en œuvre d'une recommandation de la conférence régionale organisée du 29 au 31 janvier 2013 à Accra, au Ghana, par la CEDEAO, avec l'appui du projet l'USAID-ATP portant sur la libre circulation des produits de produits alimentaires en Afrique de l'Ouest. Elle a pour objectif de partager les différents acteurs, États, opérateurs privés,
les résultats des collectes d'informations sur les entraves aux échanges sur certains corridors. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a pour sa part souligné l'importance de l'agriculture pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger, de par sa position géographique, est un carrefour de mouvements réguliers et intensifs. C'est dire qu'il n'échappe pas à cette dynamique, et ce d'autant qu'il appartient à deux espaces communautaires, à savoir l'UEMOA et la CEDEAO, dont les protocoles et les règlements autorisent la libre circulation des populations et des produits du cru. La rencontre de ce matin lève un coin de voile sur la mise en œuvre des protocoles et règlements communautaires. Elle permettra, à l'issue des échanges, de retenir les mesures à prendre en vue de faciliter et de renforcer les échanges dans la région ouest africaine. De ces travaux, de cette réunion d'information et de partage d'une journée, sortiront sans nul doute des résultats pertinents. Deuxième jour de la série de visites de l'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie et dans les différentes structures hôtelières de Niamey pour préparer les journées de réflexion en faveur du secteur du tourisme au Niger. Nous allons donc revenir plus en détail par rapport à cette visite, plaise à Dieu, dans notre journal télévisé de demain. Cela dit, ouverture hier après-midi à l'espace France Fanon de la radio alternative des travaux de la session budgétaire citoyenne au titre de l'année 2013. Sous le thème « Placer les droits humains au cœur du budget de l'État », ces travaux visent à créer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Aoussi Abdraman Boubacar Souley pour le compte-rendu. Œuvrer pour une meilleure transparence dans la gestion et la rationalisation des ressources naturelles de notre pays afin de mieux les orienter vers les secteurs sociaux de base est l'objectif de cette session budgétaire 2013 qui est la deuxième du genre. En prononçant le mot de bienvenue, le président du conseil d'administration d'Alternative Espace Citoyen a mentionné l'intérêt que revêt cette cérémonie dans la mise en œuvre d'un mécanisme permettant de faire participer les masses publiques dans la gestion de nos ressources. Alternative Espace Citoyen développe depuis quelques années une expertise dans le domaine de l'analyse des politiques publiques et le suivi budgétaire au niveau national et local, deux outils majeurs de promotion de la démocratie et des droits humains. La présente session budgétaire citoyenne qui place les droits humains au cœur du budget général de l'État vise à ouvrir un débat démocratique sur la mobilisation et l'allocation des ressources publiques aux secteurs sociaux de base. Et ce, à travers le projet du budget 2014 en discussion actuellement devant l'Assemblée nationale. Sous le thème « Placer les droits humains au cœur du budget de l'État », les participants aux travaux de cette session budgétaire qui dureront pratiquement 3 jours débattront entre autres de l'exécution du budget général de l'État pour les exercices 2012-2013, de la répartition géographique et la consommation des crédits d'investissement public au Niger, du financement de l'éducation ou de la santé et les défis liés à la réalisation de ceux-ci ou encore le financement du développement rural qui inclut le droit à l'alimentation, l'agriculture, l'élevage et l'hydraulique, tous dans le projet de budget 2014. L'objectif de l'Alternative en organisant cette session, c'est d'amener la société civile à se prononcer sur le projet de budget 2014. Vous le savez, à partir d'octobre, l'Assemblée nationale est en session pour se prononcer sur le projet de budget du gouvernement. Alors pendant cette période, nous voulons nous amener la société civile à découvrir d'abord les propositions du gouvernement, tout ce qui est propositions pour les différents secteurs dans le projet de budget, puis à se prononcer, à critiquer les propositions du gouvernement, à faire des recommandations aux besoins pour que nous puissions aussi essayer de peser sur les choix du Parlement. Le budget de l'État est un instrument important. Le budget touche à la vie de tout le monde. Parce que c'est à travers le budget que l'État collecte les ressources, n'est-ce pas? Fait la prévision des ressources et c'est à travers le budget aussi qu'il fait les allocations. C'est-à-dire qu'il va dire voilà comment je vais, voilà l'argent que je vais collecter, voilà où est-ce que je vais collecter cet argent-là et voilà comment je vais utiliser mon argent au cours de l'année.
L'argent de l'État, c'est l'argent de tout le monde, n'est-ce pas? Et ça provient soit des impôts, des taxes, c'est nous qui les payons, soit ça provient de nos produits, des choses que nous vendons, etc., ou que nous exploitons, nos ressources naturelles, ça nous appartient, ou ça vient des emprunts, des dettes que nous contractons, et c'est des dettes qui sont empruntées à notre nom et que c'est nous qui allons payer, rembourser, ou c'est des aides qui nous sont faites par d'autres États. Et là aussi, c'est fait pour le peuple. Et donc, c'est important pour tout le monde de parler de ces ressources-là et de qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. À travers cette session budgétaire, les citoyens nigériens seront désormais édifiés sur les recettes et les dépenses de l'État et auront leur mot dans la réalisation des grands projets de développement inscrits dans le PDS 2012-2015. Actualité dans nos régions à présent avec le lancement officiel à Koloma dans la région de Tawa de la semaine de mobilisation sociale en faveur de la lutte contre le paludisme. Une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique en présence de la marraine de lutte contre le paludisme au Niger, la première dame Hajia Aïssata Issoufou. Le compte rendu avec Asman Amadou. C'est une forte délégation du ministère de la Santé publique, les membres du gouvernement, l'équipe du programme national de lutte contre le paludisme au Niger, les représentants de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui ont participé à cette cérémonie du lancement officiel de la semaine de mobilisation sociale en faveur de la lutte contre le paludisme dans la région de Tawa, précisément à Koloma, un village situé à quelques kilomètres de la ville de Tawa. Après cette série d'interventions des autorités administratives de la région de Tawa, le président du conseil de ville, celui du conseil régional, le gouverneur de la région de Tawa, Salifou Barmou, se réjouit du choix de l'entité qu'il dirige. Il a par la suite souligné les efforts qui ont été faits dans le domaine de la santé. En prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le représentant de l'OMS se prononce sur la statistique et la problématique de cette maladie qui agit sur le développement économique d'un pays. Excellence, Madame la Première Dame, Excellence, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour atteindre ces nouveaux objectifs du millénaire pour le développement, l'OMS a mis à la disposition des pays un paquet d'interventions efficaces et efficientes à la base factuelle axée sur la prévention, le diagnostic et la prise en charge correcte des cas, la lutte antivectorielle, la surveillance, toutes soutenues par la participation active des populations bénéficiaires à tous les niveaux de la lutte contre le paludisme. La mise en œuvre de ces interventions ont permis de réaliser des progrès très encourageants. En effet, entre 2000 et 2010, le taux de mortalité du paludisme a diminué de 26% dans le monde entier et de 33% dans la région africaine de l'OMS. Durant cette période, plus de 1 million de personnes ont perdu la vie due au paludisme et ont été évitées ainsi, en raison de l'intensification des interventions qui ont été mises en place. Quant au ministre de la Santé publique, Mano Agali, dans son discours, a présenté la situation de cette terrible maladie au plan national. Au plan national, la situation du paludisme se présente comme suit. En date du 29 septembre 2013, on a enregistré au Niger 2 474 862 cas et 2110 décès, malheureusement. Contre à la même période, en 2012, 2 664 500 cas et 3 112 décès. On constate donc une nette amélioration, malgré que la question du paludisme reste une préoccupation majeure de mes services. Le taux de prévalence varie d'une région à une autre. Et Maradi est la région la plus atteinte cette année, suivie de Tillabéri, Niamey et Zender. La première dame, marraine de la lutte contre le paludisme, demande à la population, les cadres de la santé, les associations et ONG de se mobiliser tous contre le paludisme au Niger. Nous sommes venus ici à Koloma dans le cadre de la lutte
contre le paludisme. Vous savez, de par le monde, il y a plusieurs maladies dont on se plaint, surtout au Niger. Mais au Niger, le paludisme est la première cause de décès. Donc, s'il y a une maladie contre laquelle nous devons lutter, c'est bien le paludisme. Vous avez vu tout à l'heure des sketchs et des chansons dans lesquelles on indique un peu aux gens les comportements à avoir dans la lutte contre le paludisme. Donc voilà l'objet de notre déplacement à Koloma aujourd'hui. Des sketchs de sensibilisation sur l'utilisation des moustiquaires ont été présentés aux participants par les artistes locaux. Après la remise de l'eau des médicaments contre cette maladie par l'OMS et le ministère de la Santé, la Fondation Gouri vient en aide aux femmes de Koloma en les offrant un moulin. Ce geste contribue sans nul doute à l'amélioration des conditions de ces femmes. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur ces images de Koloma à Tawa que s'achève cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.